Okay, so now is the new talk by Laura Béconnier and Yann Guidon. It's about gaming platform Libre, and it's going to come on your screen as I have it on the laptop right now. So I'm going to make an announcement outside, and we're going to start in 2 minutes. Perfect. Works. Thank you very much, and thanks to Yann and Laura. Je sais pas où ça en est là, au niveau des personnes, si la pause est finie. J'attends que tout le monde revienne.
console du troisième type parce que on essaye de faire quelque chose de neuf, quelque chose qui change, quelque chose... ça sert à rien de faire ce qui existe déjà. Donc pour commencer, je me présente, Yann Guidon, 32 ans, électronicien. Je bricole de tout, du hard, du soft, et puis depuis 99, j'ai le t-shirt. Je m'intéresse activement aux microprocesseurs libres. Laura Béconnier est une jeune femme avec qui je travaille et partage plein de choses, et en particulier plein de passions électroniques. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? GPL, je vais présenter, c'est une sorte, histoire d'annoncer quand même la couleur, c'est juste un concept console, un peu comme les constructeurs font de temps en temps des concept cars. Bon, ils les vendent pas forcément, mais au moins on développe quelque chose pour faire avancer le schmilblick. Au niveau de la fabrication, bon, nous on est juste un petit duo d'électroniciens. Si jamais il y a des gens qui veulent le fabriquer, pas de souci. Et puis on compte sur les usines asiatiques pour faire la production en volume à bas coût. Donc tout le monde fait ce qu'il arrange. Donc je vais parler de la console, à peu près surtout de la genèse. J'ai pas trop eu le temps, on n'a pas trop le temps pour parler de tous les détails techniques, mais il y en aura quand même, je vous rassure. Donc, comment on est arrivé là? C'est une conjonction de passion entre Laura Béconnier et moi. On a envie de faire quelque chose qui nous change parce que moi je suis hyper technicien, je suis pas très gamer, mais quand même, histoire au moins de s'ouvrir vers d'autres cultures, vers d'autres manières de faire et de changer, quoi. Pas de faire de la technique technicienne. Alors que moi, comme un hacker, dès que je commence à faire quelque chose, je plonge dans la technique et j'en oublie plein de choses. Or là, il faut aussi échanger avec les gens et on apprend énormément de choses, j'espère. Donc la démarche d'avenir ici au HSF fait partie de ça. On va commencer par faire un petit tour d'horizon. Certains diront peut-être un gros lancer de troll, mais bon, moi j'ai une excuse, je ne suis pas un gamer hardcore. Sur les jeux, et en particulier les logiciels libres de jeux. Donc j'ai fait quelques constats, parce que bon, des jeux, il y en a un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Donc, sous GPL, il y a quelques jeux qui sont très sympas, mais bon, ils ne sont pas super répandus. Bon, j'ai trouvé Wormux, oui, qui est très sympa, Juice Racer, bon. Alien Arena, bon, pareil que c'est sorti, j'ai jamais touché. FreeCiv ou LinCity, des choses comme ça, bon. Il y a Laura qui a passé un certain temps dessus. Bon, c'est déjà bien, mais pas des choses qu'on trouve dans les magasins ou dont on parle, je sais pas, dans les magazines. Bon, sauf Linux Magazine ou des choses comme ça, mais bon. On trouve aussi, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Des jeux qui sont dans le domaine public ou qui ont un statut un petit peu flou. Ça on va pas trop en parler parce que c'est pas vraiment des jeux libres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la GPL ou une licence assimilée dessus. Bon, par exemple aussi, ça se fait plus, les vieilles consoles ou ces choses-là, la GPL n'existait pas à cette époque-là, ou c'est des jeux commerciaux. On trouve aussi des jeux qui sont faits par des gens dans leur, quand ça les amuse. Bon, il y a des sites pour ça, on en trouve, mais il faut vraiment les chercher. Et pour le kidam habituel, on ne trouve pas forcément ça dans les magasins de jeux. Enfin, disons que les jeux libres ne viennent pas à nous. Donc, en plus, il y a la confusion entre le libre et le gratuit qui fait que ça fausse tout. Jusque-là, on voit qu'il y a quand même des problèmes. Le problème est aggravé par la plateforme, parce qu'il y a différents types de plateformes. Bon, j'en ai listé quelques-unes, j'ai fait un petit peu de travail d'investigation et je me suis dit, bon, finalement, c'est pas super génial. C'est-à-dire qu'on a les plateformes classiques, les PC, les Mac, toutes ces choses-là. Les bornes d'arcade, bon, c'est anecdotique. On trouve aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est des plateformes, enfin des petites consoles de type Linux qui tournent sur ARM. Donc récemment, il y a Open Pandora qui est arrivé, bon, qui demande encore à percer parce que c'est un projet plus ou moins issu des homebrew, etc. Mais on va voir que ça dépend quand même de Linux.
Donc ça veut dire qu'il y a une empreinte mémoire quand même importante, même si c'est compact. Il y a une dépendance au système d'exploitation. Ça utilise des bibliothèques souvent compatibles, c'est des bibliothèques portables, donc il n'y a pas forcément une exploitation des caractéristiques spécifiques de la plateforme. Bon, quand on compare avec une console de jeu comme les consoles Nintendo, bon. Et on voit quand même qu'à cause de ça, il y a une certaine imperméabilité entre les plateformes, c'est-à-dire que passer d'une plateforme à l'autre n'est pas si évident que ça. Le portage, ok, ça passe sous Linux, mais ensuite, quand on veut exploiter quelque chose de particulier, on ne peut pas. Donc, moi, j'en ai conclu que les jeux libres sont essentiellement des suiveurs, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de suivre les plateformes. Ils font avec ce qu'ils ont. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bah déjà, qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé deux types de plateformes. Il y a les plateformes dites ouvertes, la première génération, c'est-à-dire on prend un microprocesseur, de la RAM, des périphériques et on met une cartouche de jeu ou on met une disquette ou on met un logiciel ou on le cherche sur internet. Donc c'est des plateformes. Je dis première génération parce que je les considère un peu du niveau machine de Turing. C'est-à-dire qu'on leur fait fonctionner, on les fait fonctionner de ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de protection, donc il y a des copies des jeux, ce qui fait beaucoup chez les éditeurs. Et moi j'ai trouvé, Laura a trouvé une analogie, c'est un peu comme un squat, c'est-à-dire que les gens viennent, arrivent, etc. Et celui qui arrive et qui fout gros bol de saucisses, il se retrouve plié. Bon, il n'est pas très content. Donc ça fait un jeu de chat et de souris, un peu comme Core Wars. Donc quand il y a les drivers de protection qui arrivent, on essaie de le virtualiser pour lui faire croire que... bon, c'est un peu n'importe quoi, ce qui fait des soucis un peu pour tout le monde, enfin pour les éditeurs et les utilisateurs qui doivent suivre la guerre. Mais ça fait quand même une profusion de solutions compatibles. On trouve plein de solutions de ce type-là et forcément économie d'échelle, baisse des coûts. Alors là, ça permet de réconcilier tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents et qui se sont dit bon on va se mettre en middleman au milieu entre l'éditeur et l'utilisateur et on s'est retrouvé avec des choses comme la PlayStation, la Xbox, des choses comme ça qu'il a fallu craquer, qu'il a fallu analyser parce qu'il y a des gens qui veulent faire autre chose que du jeu ou qui veulent hacker, c'est-à-dire faire ce qu'ils ont envie avec. Ils ont acheté la plateforme, ils veulent l'utiliser comme ils veulent sans avoir à rendre des comptes. Et malheureusement, il y a le constructeur, quel qu'il soit, qui a intégré le DRM dans le kernel. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme si on allait en boîte de nuit, il y a la boîte de nuit qui est un milieu clos, fermé, avec des règles très précises, un patron qui dit au physio qui peut rentrer, qui peut pas rentrer, et le leader. Bon. Ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est vrai que les filles ont le champagne gratuit, mais les mecs, s'il faut qu'ils s'appellent les pompettes, peut-être qu'ils n'ont pas envie, quoi. Donc ça fait qu'il y a des gens qui essayent de rentrer en douce, donc il y a des développements de solutions de crack, de reverse engineering, tout plein de trucs un peu gris qui se produisent. Il y a un marché parallèle des mods-chip. Je ne sais pas si quelqu'un connaît les sites chinois où il y a des propositions de mods-chip à des prix complètement délirants. Enfin, c'est vraiment la foire d'Antoine quand même, malgré en fait, la protection a fait une surenchère au niveau des marchés parallèles. Ça fait des coûts supplémentaires pour les utilisateurs et pour les développeurs, alors là, ils doivent raquer. Hier soir avec Laurent, on a regardé, si on veut développer un jeu Xbox, oui, on peut le développer, pas trop cher. Par contre, all your code belongs to Microsoft, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de liberté. C'est-à-dire qu'on entre en boîte de nuit, je ne sais pas si on veut faire le DJ, mais il ne faut pas trop demander au patron après pour les droits d'auteur. Donc, il y a ce problème du middleman, de l'éditeur, du fabricant de la plateforme, qui en profite pour faire une marge maximale sur les accessoires pour réduire le prix de la plateforme. Mais au final, c'est le prix qui est plus élevé pour tout le monde. Et ce prix, ça intéresse quand même pas mal de monde parce que d'après les chiffres, alors c'est de mémoire, il faudra vérifier, 16 milliards de dollars pour le marché du jeu vidéo en 2008 aux États-Unis.
ça fait réfléchir des gens, surtout la RIA qui se dit ah là là, en fait c'est pas le piratage, c'est les jeux qui nous coûtent notre budget. Mais quand même, quand on regarde, ça coûte probablement encore plus cher de faire un jeu vidéo grand public que de faire un album de Michael Jackson ou un truc enfin bon, c'est pas grave. Parce qu'il faut le développer, il faut payer toute l'équipe des développeurs, etc. C'est une usine à gaz, mais c'est du business. Bon. Et à côté, on dit, ouais, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire les jeux logiciels libres, tout ça, les petits gnous, c'est sympa, les pingouins. Tiens, d'ailleurs, il n'était pas question de mettre Linux sur PS2. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que... Bon, ben, on s'aperçoit qu'il y a quand même un problème dans cette dichotomie entre les plateformes ouvertes et les plateformes dites fermées, enfin, que j'appelle fermées. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de là? Donc, si on ne peut pas faire tourner du libre sur des systèmes propriétaires, est-ce qu'on peut faire tourner du propriétaire sur du libre? Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que pour qu'une plateforme et un système aient du succès, il faut que les éditeurs soient là, qu'ils apportent leurs sous, qu'ils apportent leurs compétences, qu'ils apportent tout ce qu'ils savent bien faire pour apporter une certaine traction, une certaine inertie dans le système. Alors, comment est-ce qu'on pourrait les attirer sans se retrouver en porte-à-faux? Donc, il ne faut pas que ce soit complètement non protégé, parce que sinon l'éditeur il dit non mais faut pas déconner là. Par contre, il faut quand même pas céder à toutes les exigences de l'éditeur, parce que sinon on se retrouve ouais, bah, autant prendre une Xbox. Bon. Alors l'idée c'est de faire un troisième type de plateforme, d'où l'idée du titre, la plateforme du troisième type. Merci. C'est très fatigué encore. J'ai fait celle-là. Et au lieu de se retrouver soit dans un squat, soit dans une boîte de nuit, on a trouvé l'analogie de bon ben on a une plateforme, c'est un peu comme notre maison. On en fait ce qu'on veut, mais il y a des contrats. C'est-à-dire que je gère, et si je veux louer, par exemple, si je veux faire venir un éditeur, il y a des droits et des devoirs. Bon. Donc tout le truc, ça va être de trouver les bons termes du contrat pour que le locataire, donc l'éditeur, ait ses avantages, qu'il y retrouve ses billes, sans que moi je me retrouve complètement procédure d'expulsion, on va dire. Donc, on en vient à un système qui repose sur la cryptographie, avec différents niveaux de droit d'accès, et un système avec de la cryptographie. Donc moi, ce que j'ai trouvé pour l'instant, le début de solution, c'est d'utiliser des FPGA de type ProASIC. Ça a quelques années et on espère que... Enfin, c'est une famille qui est en train de se développer. C'est des FPGA, donc c'est pas des microprocesseurs, c'est de la logique programmable, ce qui a des avantages et des inconvénients. Mais quand on est un électronicien comme moi, d'électronique numérique et d'architecture, c'est très intéressant. J'ai listé quelques particularités, donc la densité de la matrice. Il n'y a pas énormément de RAM, mais on met de la RAM externe. Il y a certaines. Ce qui est intéressant, c'est que Actel, donc le fabricant de cette famille de FPGA, a fait un deal avec ARM, donc développeur de corps très connu. On en trouve partout, il y en a certainement une dizaine dans la salle des ARM, ne serait-ce que dans les téléphones portables. ARM, c'est une solution propriétaire, et ils se sont dit, bon bah comment est-ce que Actel pourrait faire pour mettre un soft core dans la matrice du FPGA. Donc ils ont trouvé un système qu'ils ont appelé FlashLock. Donc c'est, je vais le décrire, qui permet de garantir l'intégrité d'un soft core qu'on met à l'intérieur de FPGA. Et je le note parce que pourquoi Actel et pas les autres? En gros, c'est les seuls qui permettent de faire ça pour l'instant. Peut-être que ça va changer, mais en attendant, c'est ce qu'on a sous la main. Et je vais décrire ici vaguement, parce que c'est assez complexe, il m'a fallu un certain temps parler aux fournisseurs, aux fabricants, etc., aux ingénieurs qui connaissent pas, qui comprennent pas tout. Comment fonctionne FlashLock? En gros, c'est grâce à la technologie Flash,
on peut mettre deux clés, enfin on peut mettre tout un système qui a des clés internes, qu'on ne peut pas bricoler, qu'on ne peut pas accéder de l'extérieur, à moins vraiment d'être des gros... Enfin bon, c'est... En gros, la clé est très bien gardée. C'est de la clé 128 bits. Il y a deux clés, une clé pour accéder et définir les droits d'accès, et une deuxième clé qui permet d'encrypter le fichier de configuration du FPGA. Et une caractéristique, bon, pour montrer qu'ils ont bien fait leur boulot, la clé d'encryption n'est pas contenue dans le fichier de configuration, mais il y a un système de signature, etc., qui fait que le bitstream, donc le fichier de configuration, correspond bien à la clé. Donc il n'y a pas de... Ils ont très bien géré leur truc au niveau cryptographique pour éviter la fuite des clés. Et avec les droits d'accès, il y a l'accès en lecture, écriture et vérification du FPGA, et aussi d'une petite zone de flash supplémentaire. Ce qui est assez flexible par rapport à tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à maintenant. Bon, il y a quand même quelques inconvénients à FPGA Actel. Il faut quand même full disclosure parce que bon, c'est pas les seuls d'une part, et que bon, même s'ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. Ils utilisent une technologie flash donc qui est un petit peu en retard. Ils sont en 130 nanomètres alors que tout le monde vient de passer en 40 nanomètres, ce qui fait que c'est un peu plus lent. Enfin, c'est plus lent. Donc j'arrive à faire fonctionner des circuits à 50 ou 100 MHz alors que les autres sont beaucoup plus rapides. Il y a la densité, c'est-à-dire le nombre de portes dans un FPGA qui est un peu plus faible, et le prix qui, quand on commence à augmenter la taille du FPGA, qui devient tautosifiant. Enfin bon. Mais justement, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver le bon compromis entre la taille et la fonctionnalité. Bon, il y a aussi pas assez de RAM interne, mais si on est astucieux, on arrive à s'en sortir. Et d'après les échos que j'ai eus, il y aurait une famille, alors bon, il n'y a pas encore de nom, mais ils sont en train de voir pour la nouvelle génération. Ouais, ça va être toujours mieux forcément. Mais bon, déjà, pour l'instant, je suis content avec les ProASIC 3. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce système de cryptographie avec clé double et encryption, etc. Il faut déjà définir, on est obligé de définir un contrat et des protocoles entre l'éditeur, le joueur et le fabricant. Le fabricant va avoir un rôle clé pour l'instant, en attendant que certaines limitations soient levées. Donc, à la fabrication, le fabricant va rendre inaccessible une clé qui sera la seule à connaître, enfin les deux clés dans le FPGA, et donc il pourra livrer la console. Ensuite, le joueur peut louer à l'éditeur un jeu, mais il doit demander au fabricant de fournir la clé de cryptage à l'éditeur de jeu, qui lui va encrypter, et donc ça retourne sur la console, qui elle va pouvoir charger son fichier de configuration, et l'éditeur pour être sûr que ça ne pourra pas être craqué. Enfin, s'il fait bien son boulot. Ensuite, s'il fait mal son boulot, il ne viendra pas se plaindre. Au moins, tant que les termes du contrat sont respectés. Il y a un truc important avec le système à deux clés, c'est que le fabricant n'a besoin de fournir que la clé de cryptage de la configuration, ce qui fait que l'éditeur ne peut pas modifier les droits d'accès. Donc il ne peut pas verrouiller complètement et rendre inutilisable et rompre le contrat de confiance au niveau de la plateforme. Et l'idée, c'est que quand même, l'utilisateur peut charger ses propres configurations pour faire des jeux libres, ou pour faire des essais, ou pour en faire autre chose qu'une plateforme de jeu. Donc, l'idée, c'est d'avoir à la fois une cohabitation entre des usages commerciaux et homebrew, ou libre, ou enfin voilà, ce qu'on veut, quoi, la liberté. Donc, grâce à ce système-là, on peut s'assurer qu'un seul jeu, un seul binaire, même s'il se retrouve sur BitTorrent, sera complètement inutile. Donc, tout dépend donc de la clé privée que le fabricant est le seul à la connaître. Alors, il y a un petit souci, c'est que j'ai bien vérifié, j'ai bien demandé à tout le monde qui connaît les ProASIC 3, enfin les fabricants, etc., s'il était possible, quand on a déjà chargé un fichier crypté,
s'il est possible ensuite de charger un fichier non crypté. On m'a répondu non, c'est pas possible parce qu'ils n'avaient pas prévu ça. C'est là que ça devient un petit peu embêtant. C'est-à-dire qu'il faut, en attendant qu'ils rajoutent, si on ne fait pas le pressing et si on ne leur demande pas de rajouter, en gros, c'est quelques portes logiques à rajouter pour que si... enfin, c'est pas compliqué en technique à faire. Par contre, au niveau, tout le monde sait que pour faire bouger une industrie, il faut vraiment beaucoup d'intérêt derrière. Donc, pour l'instant, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on peut contourner cette limitation, c'est-à-dire quand la plateforme est livrée, il y a une clé et on ne peut pas faire encore tourner une configuration libre ou non cryptée. Donc, on est obligé de demander au fabricant d'envoyer un fichier qui va débloquer. Et à partir de là, on ne pourra plus remettre des fichiers cryptés, à moins de le renvoyer à l'usine où ils sont les seuls habilités pour remettre une nouvelle clé. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais connaissant le temps qu'il faut faire, enfin le temps nécessaire pour mettre en place une plateforme, etc., je pense qu'il y aura peut-être 1 ou 2 générations de FPGA qui vont venir et qu'ils auront réglé ça le problème et qu'on aura une solution prête à temps. Enfin, peut-être. On verra. En tout cas, il y a un petit dernier point à gérer, à voir avec... pour éviter la duplication et le reverse engineering d'une configuration cryptée, puisque le FPGA va devoir communiquer avec des périphériques et de la mémoire et des choses comme ça, il faut que dès que le design qui est dans le FPGA accède à l'extérieur, il faut faire en sorte que ce ne soit pas trop évident ce qui se passe. Donc il faut rajouter des techniques d'obfuscation et des choses comme ça. Bon, ça c'est plus mon problème. Là, maintenant, on va parler d'un autre truc, de ce qui pourrait être dans une configuration libre. Je nomme le YAZEP, c'est un microprocesseur successeur, non, on va dire c'est le rejeton d'un projet auquel j'ai participé depuis 1999, qui s'appelait FCPU, qui s'appelle toujours, mais bon, il a rejoint Duke Nukem Forever. Mais j'ai trouvé très intéressant de travailler sur ce petit microprocesseur-là. Et j'ai mis un petit serveur web local pour montrer le site web. Hop. Ah, tiens. Oui, bon. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, c'est yazep.org, site web complètement web 2.1. Et voilà, c'est fait. Donc, YAZEP, ça veut dire Yet Another Small Embedded Processor. C'est un truc... l'acronyme le plus court que j'ai fait avec les trucs avec le nom de domaine libre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cœur de microcontrôleur que j'avais conçu pour une application complètement farfelue et que je me suis dit mais c'est pas si mal que ça. D'une part parce que c'est assez original au niveau de l'architecture. Parce que je veux que ce soit libre, parce que bon, on va réutiliser des choses de FCPU, donc autant continuer dans la lignée. Même s'il y a quand même une certaine rupture au niveau de la méthodologie et de certaines approches. Et en particulier, l'approche, c'est du co-développement en JavaScript et VHDL. Alors bon, ça c'est bizarre, mais ça marche pour l'instant très bien pour du prototypage rapide. Parce que le JavaScript, bon, c'est un petit peu... pas très structuré, mais ça permet de pondre du code rapidement, de le faire tourner, de voir et de faire plusieurs itérations. Au lieu de faire comme dans FCPU, on va se dire ok, on a un plan, on s'y tient et tant pis si on se plante. Bon, au moins j'avance plus rapidement et j'arrive à mieux définir l'architecture. Et en particulier récemment, je me suis aperçu que le cœur qui était 32 bits, je pouvais en faire un cœur 16 bits juste en faisant quelques petites modifications. Bon, ça a ouvert encore d'autres applications que faire un microcontrôleur qui va gérer des flux médias, des choses comme ça, ou une pile TCP/IP. Donc on peut vraiment faire un microcontrôleur et remplacer d'autres trucs. Enfin bon, en gros, j'en fous partout, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour accélérer le développement,
Web 2.1, histoire de faire ricaner, c'est que je fais tout en JavaScript, en HTML dynamique, ce qui permet d'éviter de se prendre la tête avec du M4, du LaTeX, du HTML, du truc, du machin. Non. Tout est défini avec des fichiers JavaScript qui seront interprétés et remâchés dans des pages HTML. Bon, truc très simple, c'est le manuel... par exemple... Ah non, ça va venir plus tard. Le manuel interactif, oui, voilà. Donc, le manuel interactif, il contient... Oula... Merde, qu'est-ce qui lui arrive? Bon. Hop. Non, c'est pas là. Le manuel interactif... Oui. Désolé. ISM... Ah, le serveur est planté. Là... Oui, je sais, je suis sous Windows, mais... Pourquoi Bon, je suis désolé. Oh là, bon, c'est un peu la galère. Ça fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Bon, désolé. Donc, ça c'est une petite feature toute simple au début que j'avais rajoutée. Je me suis dit je peux rajouter plein de trucs en fait de ce type-là. Par exemple, dans une page web, rajouter l'assembleur. Quand on clique sur une instruction, ça l'assemble. C'est très pratique par exemple pour donner des exemples, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et donc pour les personnes qui ont du web qui fonctionne, ils pourront aller sur yazep.org et faire joujou avec les clicodromes en anglais que j'ai fabriqués. Bon. Ensuite... il y a donc l'assembleur et le désassembleur qui est intégré dans les pages. Il y a aussi un système de persistance sur disque local, c'est-à-dire qu'avec des systèmes de... Celui-là, c'est lequel? Hop. Celui-là, c'est lequel? Non, même pas. Ah, c'est pas celui-là. Bon. Non, il fonctionne pas. Ah zut, bon tant pis. L'effet démo comme on dit. Donc il y a un système qui permet de sauvegarder, de sauvegarder les résultats de manipulation sur les disques durs et de les remettre ensuite plus tard. Bon, c'est un gros bricolage en PHP avec des loops, c'est pas fait pour, mais ça marche. C'est très pratique. Avec des extensions plus tard, j'ai prévu plein de trucs. En particulier, histoire d'être indépendant de la plateforme, donc si vous êtes obligé d'utiliser Windows comme moi pour certains logiciels propriétaires, de faire des interfaces Ethernet, donc des petits dongles Ethernet pour programmer, avec un microserveur web intégré pour programmer la mémoire de Yazep pour lui mettre le programme qui est généré avec des clicodromes en JavaScript. Donc ça passe, il n'y a aucune installation, il y a quelques cookies sans gravité, etc. Voilà, c'est ce que j'ai vaguement appelé Web 2.1. Pour les gens qui sont intéressés, j'ai préparé quelques slides sur l'explication de comment ça fonctionne en interne, ce petit Yazep. Donc c'est une sorte de processeur RISC que j'ai là pour l'instant orienté vers la compacité. Pour l'instant, je travaille sur la version 16 bits parce que c'est la version la plus petite, qui tourne plus vite, etc., qu'on peut mettre un peu partout. Par exemple, sur quelques projets de LoRa. Et sur d'autres projets encore, et puis s'il y a des personnes qui ont des applications, vous avez mon adresse email. Les instructions sont vraiment... j'ai essayé de les minimiser. Il y a à peu près 40 opcodes, il y a de l'espace pour 64. Et il y a beaucoup de... C'est très orthogonal, donc un opcode peut être utilisé de plein de manières différentes. Il y a 16 registres, 5 normaux, donc des registres qu'on peut modifier sans se prendre la tête. Un registre qui, quand on écrit dedans, fait sauter à l'adresse qu'on vient d'écrire, ce qui permet de faire les jumps, les branches, etc., de faire plein de bricolages qu'on trouvait dans certains vieux ordinateurs. Oui, les data générales ou des trucs comme ça. Et aussi, il n'y a pas d'instruction ni load ni store.
C'est un truc, je suis encore inspiré de ce qu'avait fait Seymour Cray à l'époque avec le CDC 6600, c'est-à-dire qu'il y a deux registres il y a des paires de registres pour accéder à la mémoire, un registre d'adresse, un registre de données. Et donc quand on écrit sur un registre de données, ça va écrire dans la mémoire à l'adresse qu'il y a dans le registre d'adresse. Et quand on lit le registre de données, ça lit le contenu de la mémoire qu'il y a. Enfin bon, ça réduit pas mal le nombre d'instructions aussi. Et ça permet d'avoir que des instructions uniques, registre à registre. C'est uniquement registre à registre. Ah oui, donc ça c'est quelques petits exemples de comment sont formées les instructions. C'est très simple, il y a 2 bits pour dire le type de l'instruction, l'opcode qui est sur 6 bits, source, destination, source, voilà. Et la source peut être aussi un immédiat. Bon, on a fait plus compliqué, hein. Pour ceux qui ont fait de l'assembleur x86, bon, voilà, je me suis pas pris la tête. Je me suis un petit peu pris la tête récemment parce que je me suis aperçu qu'il restait de la place. Bon, ça c'était prévu depuis le début d'avoir une version pour des immédiats longs, c'est-à-dire des immédiats sur 16 bits. Alors quand on est on est obligé d'avoir des immédiats longs, donc c'est pas très. Et donc il y a 2 bits, il y a un bit, le tout premier bit dit si l'instruction est sur 32 bits, enfin donc longue. Donc comme on avait vu la précédente là, le bit est à 0 donc c'est court. Voilà. Ceux qui ont fait du x86 apprécieront. Et il restait encore un petit peu de place et j'ai rajouté quelques champs supplémentaires pour ceux qui n'avaient pas besoin, pour les cas courants où il n'y a pas besoin tout le temps d'avoir des immédiats 16 bits. Et donc on se retrouve avec 2 cas. D'une part, faire de l'auto-incrémentation, décrémentation sur les registres. Très pratique pour la gestion de la pile, gestion des données contiguës. Et exécution conditionnelle, j'ai pas exactement fait comme dans les ARM, mais bon, il y avait juste la place qu'il fallait, donc je me suis pas privé, ce qui permet de garder tout orthogonal, pas trop compliqué à programmer, et de faire un assembleur pas trop compliqué, surtout quand on le fait en JavaScript avec des techniques un peu bourrins. Bon. Donc voilà, c'est pas un processeur très compliqué et pour faire des trucs sympas, voilà. Bon, évidemment, il y a encore plein d'autres processeurs open source, etc. Mais franchement, bon, à quoi bon refaire ce que les autres font déjà quand ça fonctionne? Je vais parler maintenant, enfin, de la réunion de tout ça, c'est GPL, donc Gaming Platform Libre. Donc on se retrouve avec une plateforme avec un FPGA, donc pour l'instant ProASIC 3, un YAZEP dedans, parce que bon, je suis en train de préparer YAZEP pour fonctionner avec ProASIC 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire autour? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif? Donc, on se dit ce serait pas mal d'avoir un truc qui soit aussi sympa qu'une Nintendo DS ou un truc comme ça. Bon, ça donne un objectif de performance et de fonctionnalité. Alors, la première chose qu'on a vue avec LoRa, c'est au niveau de l'utilisabilité, bon, avoir un écran sympathique, lisible, etc. Et donc de grandes dimensions. Et ensuite, il a fallu trouver la définition. Alors, grâce au marché des pièces détachées et des secondes mains pour les consoles, on trouve plein d'écrans LCD, couleurs, très sympas, petits, moyens, grands, etc. Et ils ont tous des résolutions un peu bizarres, mais en fait, on se décide quand même de 320 par 240, d'une part parce que c'est un format standard, d'autre part parce qu'on en trouve pas mal, aussi parce qu'on peut réutiliser, ça c'est pour ceux qui ont le bouquin PC interdit, ils retrouveront certains modes graphiques, le mode 13H, etc. Donc c'est pas très loin, ce qui permet d'imaginer des portages ou des réutilisations. Lemmings, je pense à Lemmings, je sais pas pourquoi. Enfin bon, voilà, 320-240 avec des bons gros pixels, bon, pour les gens qui aiment bien les 8 bits. Voilà, donc avec le FPGA, on peut faire en sorte d'avoir des palettes, mode 16 bits, 32 bits, enfin bon, on peut faire des blitters. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec le FPGA, c'est que si on a une idée en tête et qu'on a des contraintes,
on a quand même une certaine flexibilité et on peut mettre en hard ou en soft des fonctions. Au lieu de se dire, bon, on a une plateforme déjà toute faite, par exemple 90% ARM, donc il faut faire avec les limitations qu'a imposé le constructeur. Alors que là, bon, c'est vrai que si on a un petit FPGA, c'est pas très grand, bon, mais on peut au moins faire des trucs originaux et faire de la palette ou des trucs comme ça quand il y en a besoin. Bon, ensuite, bon, les fonctionnalités désirées, donc écran tactile, accéléromètre, bon, c'est très pratique, surtout quand on a des jeux de voitures. Bon, enfin, bon. Slot SD card parce que c'est ce qu'on trouve un peu partout. Ethernet, parce que franchement, je vois pas pourquoi je mettrais de l'USB et que je me ferais chier avec des drivers. Si on fait une console et qu'il faut écrire 3 ou 4 drivers alors que pour au macOS, Windows, Linux et je sais pas trop quoi encore, on va pas s'en sortir. Donc, si on a un petit GAZEP et qu'il y a une pile TCP/IP, on peut mettre de l'Ethernet. Et là, fini. J'ai trouvé aussi, bon, on parle beaucoup de Zigbee, mais il y a pas mal d'autres solutions dans la bande 2 Go 4 en communication radio numérique. Bon, évidemment, les sempiternels boutons et le joystick. Et bon, on a prévu pour les gens qui auraient besoin de fonctionnalités supplémentaires, en plus d'un port série, une prise PS2 pour le clavier souris, bon, histoire de chatter ou bon, pour se faire boucher au portable, des trucs comme ça. Prise casque micro, enfin tous ces trucs-là, avec quand même derrière un port d'extension pour accéder à certains signaux très importants, pour se faire ces extensions et pour pouvoir aussi reflasher tout ce beau monde. Bon. Et on se retrouve, en fait, pour arriver à faire quelque chose qui tienne la route, on se retrouve à faire un système en 2 parties. Donc la partie performance, donc module FPGA, genre un petit module gros comme ça, avec un bon gros FPGA. Bon, ensuite, ceux qui ont plus ou moins d'argent peuvent mettre un FPGA encore plus gros. De la RAM, donc une bonne SD-RAM, genre 32 ou 64 MB, des choses comme ça. Bon, de quoi faire tourner un bon jeu, quoi, histoire de pas être trop ridicule devant une DS. Et éventuellement, bon, on peut rajouter des ports supplémentaires. L'idée, c'est de mettre le module derrière un petit compartiment clipsable sous l'écran. Comme ça, on peut, s'il y a des extensions, ça pourra dépasser de l'arrière sans trop gêner. Bon. Et donc c'est lui qui va se charger de toute la mécanique de jeu, l'intelligence artificielle, l'affichage, etc., les palettes. Bon, en gros, c'est là-dessus qu'on va mettre le processeur crypté, c'est-à-dire qu'il y aura l'application, l'éditeur devra se démerder avec ça. Et pour configurer et pour fournir toutes les choses et pour permettre une séparation, bon, on n'a pas de BIOS, mais on peut faire une interface avec des broches et des connecteurs bien définis pour accéder aux entrées-sorties. Parce que si on commence à mettre toutes les fonctionnalités d'entrée-sortie sur le gros FPGA, on ne va pas s'en sortir. Donc, on demande à un gros FPGA avec plein de pattes de faire toutes les entrées-sorties, mais qui est moins cher parce qu'il a moins de portes. Et donc, l'autre FPGA, il a plus de portes, mais pas trop de pattes, donc ça permet d'équilibrer les coûts. Et donc, on se retrouve avec un microsystème temps réel avec un petit GAZEP qui va charger des boutons, qui va charger de la batterie, gestion de l'alimentation, pile TCP/IP, tous ces trucs-là. Et donc là, tout de suite, là, c'est prévu de mettre un petit ProASIC 3 avec genre un A3P600, des choses comme ça, qui va faire la gestion des périphériques et ça va communiquer entre le gros processeur et le petit processeur avec du passage de messages. Donc au niveau de la programmation du jeu, ça simplifie un petit peu les choses quand même. Gestion des boutons, ok, bouton ça, avec bon. Et un truc très important, c'est que donc le petit processeur doit envoyer la configuration, donc par une sorte de JTAG, dans le module d'application. Donc il faut pas mal d'intelligence et en cas d'erreur, etc., il doit pouvoir lui-même afficher sur l'écran, au moins sur l'écran LCD, s'il y a une erreur pour dire veuillez charger la carte SD avec un nouveau bitstream ou des choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même certaines fonctionnalités nécessaires. Et on en arrive au problème, c'est que ça commence déjà à être une usine à gaz. On veut faire un truc génial et on se rend compte qu'on n'a plus trop le budget ou le temps ou bon. Alors on se dit,
on va commencer simple. Première étape, enfin étape intermédiaire. Avant d'y arriver, on va se faire ce qui a été appelé GPLv 0, c'est-à-dire fonctionnalité un petit peu supérieure à une Game Boy, avec juste les fonctions avec les fonctions de base, dont certaines améliorées quand même, parce qu'il n'y aura pas le processeur d'application. Et au moins pour commencer à faire tout ce qui est chiant, c'est-à-dire tous les protocoles, la gestion, et commencer à faire quelques petits Tetris, Pong, histoire de montrer que ça marche. Donc c'est à ce moment-là que ça devient un bricolage et qu'on commence à réunir les composants, à se dire qu'est-ce qu'on peut avoir à bas coût, etc. Et là j'ai fait pas mal depuis des mois les magasins. Alors là il n'y a pas de caméra. Bon, pour les personnes qui sont curieuses, ils peuvent venir voir. J'ai trouvé les joysticks, donc merci les Chinois de faire plein de clones de pièces de PlayStation portable. Donc ça, 3 ou 5... non, oui, 3 €, frais de port compris, donc c'est très bien, ça fonctionne très bien. Slot SD à souder pour la carte, plus la carte à 5 €, on va dire 5 €. Déjà, c'est pas le prix qu'on trouve dans les magasins de jeux vidéo. Ensuite, j'ai trouvé aussi pour la partie... Bon, j'ai pas tout apporté, hein. Petit module pour les gens qui bricolent et qui sont pas forcément intéressés par les jeux vidéo. Petit module Ethernet. Il y a juste un petit transceiver Ethernet qu'on accède en SPI. C'est très pratique. C'est pas cher. Merci les Chinois encore. Donc on peut faire sur la carte circuit imprimé juste un slot. On le met ou on le met pas si on a envie de le mettre. Et encore merci les Chinois. Ils ont réussi à faire des batteries 3 ampères-heure. Donc pour avoir un maximum d'autonomie. Donc à partir de là, en plus écran LCD 3 pouces et demi, tactile. Bon là c'est la version noir et blanc, parce qu'on s'est rendu compte quand même que si on n'a pas beaucoup de place dans le FPGA, on peut pas mettre un gros IAZEP, donc on est obligé d'utiliser la version 16 bits. 16 bits, ça veut dire qu'on peut pas accéder à plus de 64 kilooctets dans une application. Et ceux qui ont déjà fait de la programmation graphique se disent que si on doit afficher en 320-224 bits, on se retrouve avec à peu près 200 kilooctets à accéder, et faire un tracé de ligne ou des trucs comme ça, ça devient impossible. Donc, on va le faire en noir et blanc pour l'instant, en se disant que le jour où on passera à la couleur, il n'y aura pas grand chose à faire, il y aura juste un petit multiplexage, et donc pour l'instant, on se dit 4 niveaux de gris, donc ça fait 4 bits par pixel, donc moins de 20 kilooctets, on s'en sort à peu près. Donc c'est une Game Boy améliorée, on va dire. Et quand même prévoir la sortie VGA et Péritel, des fois que... Donc l'idée c'est de plugger un petit truc, un petit dongle, et qui détecte automatiquement, qui fasse le switch entre le LCD interne et la sortie. Oui. Parce qu'il y a des timings différents, donc c'est lui le processeur de base qui doit s'en charger, parce que si on commence à essayer de le faire gérer par le processeur d'application, on s'en sort plus avec la compatibilité des applications, etc. Bon, voilà. Ensuite, au niveau architecture interne, en dehors du FPGA, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire plein de choses en SPI, donc Ethernet, gestion de la... Il est peut-être resté en bas, non, je sais pas, bon. Ah si, un tout petit module radio. Alors ça c'est génial, j'ai vu ça. Tout petit module radio pour la communication, s'il y a des gens qui veulent faire du jeu en réseau, des trucs comme ça, ou du... Enfin bon. Et donc la SD card, ça fonctionne en mode de base en SPI. Bon, donc tout ça c'est par SPI, et j'ai prévu quand même de faire 2 bus, parce que s'il y a du temps réel à faire en parallèle de gros trafic, vaut mieux gérer le temps réel, par exemple l'accéléromètre et le touchscreen en parallèle de l'Ethernet ou de la flash boot qui va devoir faire des longs trucs. Bon. Ah, et voilà, on est quasiment arrivé à la fin. Dernier point à aborder, c'est, on s'est dit, pour faire les prototypes de la coque, on pourrait utiliser une RepRap ou des choses comme ça. Bon, on a commencé à voir pour RepRap, et là ça commence à devenir complexe. Alors c'est Laura qui s'en occupe.
On essaye, on regarde à droite, à gauche pour trouver pour faire du prototypage rapide, pour se faire des coques, des moules, et puis éventuellement peut-être faire des séries limitées en utilisant des couleurs, etc. Enfin bon, donc il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est très intéressé de venir ici, parce que on nous a dit qu'il y avait de la RepRap. Donc on va voir ça aussi. Et donc voilà, il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous. C'est génial le libre, c'est génial de venir à HSF parce qu'il y a plein de gens qui bricolent. Donc c'est plein de choses à voir. J'espère que vous en verrez beaucoup. Pour le temps que je débarrasse tout ça, des gens peuvent peut-être venir voir de plus près une carte FPGA qui utilise un ProASIC. Et comment ? D'accord, donc on va déménager. Pour les gens qui sont intéressés, il y aura, c'est pas des démos, mais il y aura il y aura des présentations de quelques composants que j'ai apportés. J'ai fait mon petit shopping récemment sur eBay et sur d'autres trucs. On trouve plein de choses. Et franchement, on va pas se gêner et on peut faire énormément de choses aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il y aura des choses qui vous auront intéressé, pas trop de trolls trop poilus, peut-être des vocations suscitées, des contacts à prendre. Voilà, j'espère que vous amuserez bien. Et bonne journée, bon HSF. J'ai rattrapé un cours de... ça fait 2 semaines que je le bosse. J'allais pas dire que je ne pas. Allez. Pardon, dernier détail, j'ai mis les slides sur... j'ai les slides disponibles et ça a été mis sur le site web de Hackerspace. Alors j'ai plus sur le wiki de Hackerspace, alors j'ai plus l'URL en tête, mais bon, c'est disponible, histoire que ce soit indexé par Google, etc., que ça fasse du troll, j'en ai rien. Voilà, je suis venu ici pour ça, pour troller, pour susciter plein de choses et peut-être un jour arriver enfin à faire quelque chose. Au revoir. Alors, merci beaucoup à Yann pour sa présentation. Et donc là, on va partir sur le sauerkraut hacking. Sauerkraut, désolé, excuse-moi. Donc, dankeschön. Donc, sauerkraut hacking avec Dr Ferrand et Mr Rebus. C'est pas moi qui dis ça, c'est pas des histoires de schizophrénie, c'est Philippe. Ouais. L'autre. Pas moi. Et donc, merci beaucoup, Emmanuel. Well, in fact, I am supposed to speak in English. Holy shit. Holy crap. I fucked up. So, basically, this is going to be a speech about hacking fermentation and hacking, by Dr. Ferrand and Mr. Rebus. This makes a lot of a difference, speaking like this, right? Okay, I just need 2 minutes to install my stuff. So it's a mix between a true conference and a kind of demonstration. There will be a kind of appetizer for the meal. So if you stay up to the end of this conference, you will be, you may try this kind of food I prepared specially for you, and you are not obliged, of course. So I will explain what it is exactly, and I hope there will be no explosion. This is very tight, and it may explode during the conference.
Okay, another thing to eat later.